Fabien, il commençait de moins 10 000. Enfin, il connaissait connaissance zéro. Jamais acheté une action, jamais rien investi, etc. Et il a rapidement touché les 250, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois 250 ou 300 000 euros de valo sur son portefeuille crypto. Il est passé de j'ai jamais acheté une action, j'ai jamais acheté une crypto, je ne sais pas ce que c'est que l'investissement autre que l'investissement IMO, à Nathan, regarde sur Solana, regarde ce qu'ils sont en train de proposer, l'écosystème est incroyable, tac, tac, tac. Je suis très fier de ce qu'il a fait. Seulement 20% de nos actions mènent à 80% de nos résultats. Je suis Gérald Faure, business advisor et investisseur. Chaque semaine dans ce podcast, j'accueille des personnalités aux résultats hors du commun. À travers ces interviews, je recherche les plus gros effets de levier qu'ils ont pu appliquer à leur business et à leur carrière. Que ce soit sur un plan personnel ou sur un plan professionnel, nos invités reviennent sur les raccourcis qu'ils ont pris pour scaler leur vie. Et je suis sûr que vous allez adorer. Ça y est, ça tourne. Salut Nathan. T'as enfin allumé ta webcam. Tu t'es habillé. Quelques minutes avant, il m'a demandé si c'était filmé. Je dois te dénoncer, là. J'ai pas le choix. Je dois t'afficher devant tout le monde. Il m'envoie un message il y a 30 secondes avant le truc. Enfin, les 3 minutes avant l'enregistrement, en me disant est-ce que c'est filmé ou est-ce que voilà. Je dis bah oui, c'est filmé, Camille. Il faut suivre quand on t'invite. Il faut regarder un peu ce qu'on fait, Nathan. Comment ça va, Nathan? T'as bien raison. Écoute, ça va super, mon cher Gérald. Ça va super. Écoute. T'es habillé que en haut? Et comment c'est là? T'es en mode Non, je suis même assorti aux épaulettes de mon pull, si tu veux tout savoir. Voilà. Bon, ben, c'est nickel. Merci pour ce complément d'info. Ouais. Bon, t'es à quel endroit là, toi, aujourd'hui là? Et écoute, à Genève, le temps est très beau, contrairement à beaucoup d'endroits. Il fait beau. Du coup, à Genève, voilà, j'habite Genève depuis 6 ans maintenant, et j'y suis toujours. Et voilà, en partance pour le sud de la France dans la journée. Yes. Est-ce que tu peux nous contextualiser un peu, nous dire un peu ce que tu fais, et on abordera ton expertise, qui est un buzzword. Ça a été même le thème de l'émission a été choisi par rapport à un sondage Instagram que j'avais fait. Et après, on parlera de ton expertise et du parcours, etc. Avec plaisir. Écoute, pour parler un petit peu de moi, alors voilà, mon background, si tu veux, il se situe dans la finance. J'ai beaucoup bossé, si tu veux, dans des institutions bancaires. J'ai fait beaucoup de banques privées, donc en Suisse essentiellement également. Voilà, mon job, si tu veux, c'était vraiment d'accompagner les grosses fortunes. Donc voilà, pour te situer, si tu veux, quand tu ouvres un compte en banque privée en Suisse, il est demandé aux clients en général de poser entre 5 et 10 millions sur le compte. Donc ça veut dire que leur patrimoine, si tu veux, est beaucoup plus conséquent que ça. Donc voilà, moi, mon background, c'est vraiment la finance. Aujourd'hui, j'ai plusieurs activités, notamment, si tu veux, l'un des programmes, si tu veux, en crypto, où j'accompagne, si tu veux, les particuliers pour les aider à investir intelligemment en crypto-monnaie. On fait ce qu'on appelle du crypto picking et de la recherche fondamentale, c'est-à-dire qu'on essaye de sourcer avant le grand public, avant que ce soit mainstream, si tu veux, des crypto-pépites. Voilà ce qu'on fait, si tu veux, au quotidien. Ok. Est-ce que tu peux resituer l'analyse fondamentale par rapport aux autres types d'analyses quand on fait des choix en investissement, pour que Yes. Je ne sais pas si les gens qui nous écoutent, c'est la première fois qu'on va aborder les thèmes de la finance. Du coup, je ne sais pas si les gens sont réellement avertis sur ce thème-là. Oui, ça marche. Écoute, aujourd'hui, si tu veux, tu peux investir, si tu veux, un petit peu de deux manières. Soit tu vas être investissement un petit peu long-termiste, moyen-termiste. C'est ce qu'on va faire, c'est-à-dire tu vas placer tes billes dans des produits très sélectionnés et tu vas laisser ça fructifier. D'autres méthodes, si tu veux, c'est plus du trading où tu vas devoir être un petit peu sur ton PC un peu tous les jours. Voilà, où tu vas trader sur des indices, où tu vas traiter sur des actions, où tu vas traiter même sur des cryptos. Ça, c'est quelque chose de beaucoup plus time consuming. Nous, on est vraiment sur de l'investissement. Si tu veux, c'est sélectionner des produits à très fort potentiel, que ce soit en bourse, que ce soit en crypto. Les expliquer, si tu veux, pour notre communauté, c'est le travail de l'analyse fondamentale, d'accord? C'est prendre un projet, passer au crible qui est l'équipe qui va porter ce projet, faire tout ce travail-là. Et ensuite, si tu veux, que le client puisse se positionner dessus et faire un maximum de profit, c'est le but, bien évidemment. D'accord. Donc, en fait, vous regardez vraiment l'actif et vous l'analysez fondamentalement, c'est-à-dire comment il est composé, qui le manage, etc. Si c'est une entreprise ou c'est un actif crypto, versus certains traders, certains investisseurs qui vont faire plutôt en observant les autres traders et leur psychologie. En fait, c'est un petit peu ça le. Ouais, enfin, c'est ça. T'as vraiment deux écoles. Ceux qui vont trader sur des graphiques.
Voilà, essayer d'acheter plus bas, revendre tout à l'heure plus haut. Nous, c'est vraiment, on se positionne, si tu veux, et on va rester en position à minimum 3 mois, si tu veux, sur un actif avant de revendre. Sauf, par exemple, en août, si tu veux, on a tapé 230% de perf sur un actif au bout de 10 jours. On est sorti, si tu veux, au bout de 10 jours parce que le momentum marché voulait qu'on sorte. Ça reste 10 jours, c'est pas du trading haute fréquence, mais voilà, on est vraiment dans la sphère de l'investissement et pas du trading. Aujourd'hui, là, du coup, on est en octobre 2021. Qui sont en fait les acteurs dans la crypto, qui sont plutôt les investisseurs en crypto? À quoi ils ressemblent? Écoute, en général, l'archétype de l'investisseur crypto, c'est quelqu'un qui a entre 20, 25, 30 ans, pour la plupart, entre 20 et 30 selon la dernière analyse qui est sortie, avec souvent un background un peu tech, parce qu'ils sont plus sensibilisés à ces problématiques-là, ils comprennent la technologie de la blockchain, ou en tout cas, ils ont plus d'armes pour pouvoir comprendre la technologie parce que c'est du code informatique. Et voilà, et c'est des gens, si tu veux, qui, après un petit peu comme tout le monde, veulent mettre des billes de côté pour plus tard et veulent, si tu veux, voilà, trouver et se positionner le plus tôt possible sur ce qu'on appelle aujourd'hui les crypto-pépites. Donc c'est vraiment ça qui. Et aujourd'hui, c'est vraiment un travail, si tu veux, à valeur ajoutée parce que ça prend beaucoup de temps, si tu veux, de screener. On passe au crible peut-être une vingtaine de projets par semaine pour n'en garder, si tu veux, que ceux qui nous paraissent les plus intéressants, avec plein de métriques, si tu veux, mais voilà, le travail s'effectue là-dessus. Ok, super. Donc ça, c'est plutôt le profil des investisseurs. Comment on peut définir les projets crypto? Parce que pour beaucoup de gens, ça n'est que des coins, ça n'est que des monnaies d'échange. Alors moi, je vais pas trahir de secret. Je suis dans le programme de Nathan. Je suis un client de Nathan. C'est lui qui s'occupe de mon portefeuille, enfin son équipe. Jusqu'à très peu de temps, je croyais que c'était que une histoire, une valeur comme le dollar, comme l'euro, que c'était de la monnaie. Mais ce n'est pas que ça, je crois. J'ai cru comprendre. Non, tout à fait. Si tu veux, tu vas avoir différentes applications en fonction de différentes typologies de blockchain. Je ressens, si tu veux, le débat en disant que les cryptos sont des ramifications, si tu veux, de cette technologie plus globale qu'est la blockchain. D'accord? Donc ça, c'est important de bien l'avoir en tête. C'est-à-dire que tu vas après avoir diverses applications, plus ou moins concrètes, d'accord, selon les projets crypto. Il va y avoir des projets crypto, si tu veux. Alors, il ne faut pas oublier une chose centrale, c'est qu'on se situe dans un univers décentralisé. C'est-à-dire que tu supprimes la banque, tu supprimes tout ça. Le but, c'est que le réseau puisse vivre de lui-même avec ses utilisateurs. Donc, ceci étant dit, tu vas avoir des cryptos, si tu veux, qui vont avoir des applications un peu abstraites. On va parler de jetons de liquidité. On va parler de ces choses-là, si tu veux, avec des vocations de pouvoir apporter de la liquidité au réseau pour que d'autres gens puissent l'emprunter, puisqu'il n'y a plus les banques, si tu veux, pour emprunter. Ça, c'est une première chose. Et puis, tu vas avoir des applications plus concrètes, comme par exemple le projet Chiliz, que j'aime beaucoup. C'est un exemple que je cite souvent, qui te donne tout simplement un droit de vote. Si tu achètes une des cryptos, tu détiens un droit de vote. Et ce droit de vote te permet de voter pour les décisions du club de foot en question. Parce que Chiliz est un projet, si tu veux, qui s'inscrit dans l'univers sportif. Donc, les clubs adoptent la technologie. Donc, tu vas avoir par exemple le PSG token, comme tu vas avoir le AS Rome token, tu vas en avoir plusieurs, mais par exemple le PSG token, les détenteurs du token PSG vont pouvoir voter pour des décisions, si tu veux, du club de foot, le Paris Saint-Germain en question, par exemple, je dis une bêtise, mais quelle va être la couleur du maillot extérieur, numéro 3 de l'équipe, quelque chose comme ça. En général, ça ne va pas être des décisions ultra stratégiques. Oui. Est-ce qu'on va recruter Neymar cette année ou pas, ou est-ce qu'on va vendre Neymar cette année, pardon, ou pas. Voilà. Mais ça reste, si tu veux, des décisions qui permettent de créer de la synergie avec les supporters du club. C'est ce que permet, si tu veux, aussi la techno et la crypto en question. Donc là, en fait, ça serait un peu comme une place au conseil de décision, au conseil d'administration. Tout à fait. L'autre jour, j'écoutais, je crois que c'était Asher qui faisait une vidéo. Il y a un token, alors j'ai oublié le nom, hein, qui sert en fait dans la logistique. Chaque maillon logistique, quand on va commander quelque chose, admettons sur Amazon, Amazon va fournir ce token au premier livreur, qui va le fournir au deuxième, etc. Et celui qui a le token sur lui, avec lui, qui en est détenteur, est responsable de la marchandise. Et à la fin, il le renvoie au client. Je trouve ça, c'est une utilité vraiment
Tout Enfin, à je trouve fait. ça, je L'une trouve des vraiment. applications les plus concrètes, si tu veux, Mm. de tokenisation, d'accord? Quand on parle d'appliquer la technologie blockchain à l'économie réelle, on parle de tokenisation. La supply chain, si tu veux, c'est vraiment le tracking de la supply chain, c'est vraiment quelque chose de très concret. Je te donne un exemple. Quand on voit, enfin, si tu veux, c'est pas l'exemple peut-être le plus concret, mais quand on voit des conteneurs, si tu veux, t'envoies des conteneurs, ça part de Dubaï, ça va arriver en Afrique. Il peut se passer mille choses, si tu veux. Qui a signé le papier, où est actuellement la marchandise, etc. Ne pas savoir, si tu veux, toutes ces étapes de l'acheminement. La technologie blockchain qui est transparente va permettre un tracking, excuse-moi, très précis, si tu veux, de chaque étape de cette livraison-là. Donc, c'est un bon exemple, c'est un super exemple, la supply chain. À côté de ça, on a les shitcoins. Comment on peut le définir? C'est pas ta passion, j'ai cru comprendre. C'est pas ma passion, effectivement. Alors, il n'est pas exclu que tu puisses ne faire de l'argent avant un shitcoin. C'est juste que tu vas être, il faut pas arriver le dernier, il faut arriver dans les premiers. Un shitcoin, c'est si tu veux typiquement une crypto-monnaie qui n'a aucune essence économique, qui a aucun but, qui a été un petit peu créé pour une blague ou pour voilà comme ça. T'en as des centaines. Tu as le Dogecoin, tu as Shiba. Enfin, t'as plein de coins comme ça, mais portés par des grands influenceurs, hein, pour ne pas citer Elon Musk par exemple. Alors, ça reste une crypto-monnaie, ça reste la loi de l'offre et de la demande, c'est-à-dire que si tu achètes bas et que il y a plein de gens, si tu veux, qui achètent par la suite, ben, le prix va monter et tu auras fait de l'argent, même si la crypto ne sert strictement à rien. Voilà. Donc, Ouais, je, je vois tout ça. Mais du coup, moi, je voulais vraiment qu'on fasse un petit peu le tour de ce qui était possible. Parce que, enfin, moi, en termes de culture, ben, en fait, j'avais pas idée, en fait, que ça n'était pas que de la monnaie. Ça pouvait être également ben, appliqué à tout type à tout secteur de la vie. Et c'est là où, justement, ben, quand on prend conscience de ça, en tout cas, c'était mon cas, je me dis, OK, par quoi je commence? Et c'est là où, ben, quand on s'est rencontrés, je t'ai dit, vas-y, explique-moi ce que tu fais. J'ai dit, OK, là, aujourd'hui, moi, par rapport au temps que je peux y consacrer, je vais pas avoir. Il y a trop de choses à apprendre, en fait. Pourtant, j'adore apprendre des choses. Mais là, c'était trop vague. Donc, du coup, si on doit commencer à investir dans la crypto ou si on doit commencer à se documenter, qu'est-ce que tu recommandes comme première action, déjà au moins pour apprendre? alors, pour apprendre, si tu veux, il y a beaucoup de. Alors, si tu veux, dans le cadre de notre programme, on a une quinzaine d'heures de vidéos de formation aussi. Mais si tu veux, il y a beaucoup d'acteurs de qualité aujourd'hui. La chaîne YouTube d'Asher, par exemple, permet de s'éduquer assez facilement. J'aime aussi la chaîne du YouTube de Cryptost. C'est l'un des médias français, si tu veux. C'est pour moi l'un des plus quali, si ce n'est le plus quali, pour vraiment s'éduquer. Et puis, tu as aussi la possibilité pardon, de rentrer dans un programme comme le nôtre où tu vas être un peu pris en main à la fois sur une partie formation. Donc, on a voilà, toutes les vidéos, si tu veux, qui arrivent dans les 2 semaines à venir. Et tu as aussi, si tu veux, voilà, par quoi je commence, comment je construis un portefeuille, comment est-ce que je choisis le risque auquel je veux être exposé, est-ce que je veux du risque faible, du risque élevé, etc. Parce que la façon ensuite dont tu vas construire le portefeuille, elle ne sera pas du tout la même. Voilà, moi, si tu veux, à titre personnel, je favorise quelque chose d'équilibré, donc un risque standard. Et voilà. Et en fonction de ça, si tu veux, tu vas allouer plus ou moins dans certaines classes d'actifs. C'est pas un secret, si tu veux. Aujourd'hui, par exemple, le Bitcoin est beaucoup moins volatile qu'un altcoin, donc qu'un petit altcoin avec une faible capitalisation. La volatilité, pour rappeler, c'est, si tu veux, les fréquences de mouvement des prix, d'accord? Sur le Bitcoin, on va être sur voilà, l'actif qui devient l'un des moins volatiles dans l'univers crypto-monnaie, avec en deux l'Ether. Et ensuite, si tu veux, le but, c'est de jouer entre ton allocation Bitcoin-Ether et ton allocation en altcoin. Et c'est vraiment sur les altcoins que tu vas aller chercher de la grosse performance. Voilà, chose qu'on Et a pu faire. l'assurance, elle est plus sur les gros coins, en fait, c'est ça. Tu t'assures sur les gros coins. C'est un petit peu ça. Sans parler d'assurance, tu t'assures une structuration de ton portefeuille. Tu t'assures, si tu veux, une diminution de la volatilité. Ça, c'est clair et net. Mais par contre, la performance, si tu veux, les x10, x20, x25 qu'on a pu réaliser dans le programme se font sur des altcoins. Ton Bitcoin ne fera pas x3 d'ici fin 2021. D'accord. Par contre, c'est tout à fait possible sur des petites capitalisations en crypto. Ok, ouais, Voilà. c'est hyper intéressant. Est-ce que toi, donc, qui est issu du monde de la finance, finance traditionnelle du moins, t'as rejoint Enfin, pourquoi t'as rejoint le monde de la crypto? C'est quoi qui t'a le plus motivé et comment t'es arrivé là?
Il y avait, si tu veux, plusieurs éléments. De un, si tu veux, j'avais, de toute façon alors, moi, si tu veux, j'ai fait face à une difficulté un peu supplémentaire et c'est pas pour être, arrogant ou quoi que ce soit, mais si tu veux, j'avais en général, si tu veux, quelqu'un qui gagne le SMIC a moins de difficultés à tout quitter et à se lancer dans une aventure. Moi, je gagnais très, très bien ma vie et du coup, ça m'était une difficulté supplémentaire pour dire: «Je quitte tout», parce que mine de rien, le loyer, le coût de la vie à Genève est très cher. D donc si tu veux, j'avais cette difficulté supplémentaire à quitter le job et à pouvoir me lancer dans cette aventure. Malgré tout, si tu veux, c'est quelque chose que j'ai fait. J'avais l'envie d'entreprendre dans tous les cas. C'était quelque chose qui me rongeait, si tu veux. J'avais vraiment beaucoup de projets qui me passaient par la tête et puis le but, il était double. Premièrement, c'était de dire: «Moi, je veux proposer des produits, de qualité banque privée à mes clients, mais des particuliers comme tout le monde», d'accord? Ça, c'était la première motivation et la deuxième, si tu veux, j'ai compris le tournant technologique crypto qui était en train de s'opérer. C'est-à-dire, j'ai compris, si tu veux, que en fait, moi, je travaillais directement, si tu veux, pour le chef de la banque privée à Genève et qui était un homme, voilà, qui était un homme formidable, mais qui était un homme, traditionnel et du coup, je savais que Barclays, donc je bossais chez Barclays, ne voudrait pas entendre parler, si tu veux, de tout ça et j'ai bien fait, si tu veux, parce qu'aujourd'hui, c'est très, très, très récalcitrant et je pense d'ailleurs qu'ils prennent beaucoup de retard sur ce que vont faire les banques américaines. Néanmoins, je trouve que c'est très intéressant et voilà, j'ai compris, si tu veux, le tournant technologique. Aujourd'hui, je te schématise le truc, mais tu as des mécanismes blockchain sur l'équivalent du livret A qui te permettent de générer 10 par an, à bas mot. Contre tes 0,5 que vont te proposer, si tu veux, sur de l'euro ou sur du dollar, tu vas peut-être monter à 1,5 en dollars en banque. C'est ridicule. Donc, si tu veux, il va y avoir cette période de transition où les gens, la liquidité des gens vont quitter les banques pour aller sur ces protocoles-là. Après, c'est parce qu'ils ne le connaissent pas encore qu'il n'y a pas eu ce grand changement, mais il est en train, à vitesse folle, si tu veux, de s'opérer. C'est-à-dire qu'on a des liquidités qui sortent des banques pour rejoindre, si tu veux, des mécanismes de blockchain. Et ça, c'est très intéressant. Et ça, j'ai su, si tu veux, le comprendre et l'anticiper. Voilà, en 2019, en 2020. Moi, je m'intéressais déjà à la crypto en 2017, mais le grand franchissement, entre guillemets, a été fait pour moi en 2020. Donc, on peut dire que c'était. Parce que je m'étais mis. Enfin, je m'étais marqué politique ou technologique. Toi, c'est plus pour le côté technologique de la chose que réellement la politique, la décentralisation, même si tu y es sensible, c'est pas vraiment pour ça au départ que tu es parti. Tout à fait, ouais, non, non, c'était, si tu veux, c'était ça, la décentralisation, c'est le moyen qui amène à pouvoir offrir de forts taux d'intérêt et de rémunération pour les gens qui vont utiliser ces protocoles-là. Mais ce n'était pas la fin en soi. La fin en soi, c'était de dire, moi, j'étais dans un milieu très conservateur. La banque privée suisse, c'est ce qu'il y a de plus conservateur, avec certains milieux, si tu veux. Mais voilà, c'est bon, c'est la qualité de service et tout ça. Mais quand il s'agit des changements, ce n'est pas les premiers, quoi. Voilà. Il s'agit des changements Si, technologiques. admettons, je te propose de sortir ta boule de cristal et d'imaginer ce que sera le monde crypto d'ici 10 ans. Ça pourrait ressembler à quoi? Si on peut se permettre toutes les folies, toutes les... Alors, d'un point de vue technologique, c'est déjà très fortement avancé. Dans le sens où, je ne veux pas te dire de bêtises, mais en 2021, en 2022, tu auras, c'est peut-être déjà le cas, je ne veux pas te dire de bêtises, mais ta facture EDF, ta facture Internet, qui seront sur la blockchain. C'est-à-dire qu'elles seront émises automatiquement via la blockchain. Donc, sur la partie utilisation de la blockchain, les grands groupes, toutes les sociétés, si tu veux, qui sont un petit peu au courant de ce qui se passe, vont avoir recours à la technologie. Ça, c'est, si tu veux, il y a pas d'enjeu, si tu veux, là-dessus. En termes de techno, il n'y a pas d'enjeu. Maintenant, les enjeux qui seront plus challenging, ça va être ce qui va se passer au niveau de la régulation américaine. On a compris que ça se ferait sans la Chine, mais bon, la Chine, si tu veux, Facebook est déjà interdit, WhatsApp est déjà interdit, donc c'est pas très grave. C'est pas étonnant, puis c'est pas très grave. D'un point de vue, voilà, le but c'est de se dire effectivement à quel prix sera le Bitcoin, etc. Moi, je pense, si tu veux, que en 2022, on a toutes les chances, si tu veux, d'avoir un Bitcoin à 6 chiffres. Voilà, je le pense sincèrement,
avec voilà, plein d'écosystèmes qui vont être portés par ça, à voir quelles barrières vont être mises, si tu veux, aux États-Unis ou en Europe. Aujourd'hui, mine de rien, l'Europe reste, si tu veux, l'un des écosystèmes les plus accueillants parce qu'il y a un cadre juridique qui est posé, parce qu'il y a beaucoup de choses, si tu veux, qui sont mises en place pour que le particulier puisse investir. Donc voilà ce que je peux en dire, mais les enjeux se situeront d'un point de vue législatif, d'un point de vue voilà, adoption. Mais l'adoption, je n'ai pas de doute, si tu veux, tous les gens vont commencer à investir, à poser des billes, si tu veux, dans cet écosystème, dans cet univers-là. Et est-ce que tu penses que une fois que la finance traditionnelle, enfin le monde bancaire traditionnel va décider de s'y intéresser, clairement ils vont pas tout truster et créer des trucs énormes qui vont en fait un peu dénaturer le projet, recentraliser le truc en fait. Alors, ce qu'ils vont faire, et c'est déjà le cas, si tu veux, les grosses banques américaines comme Goldman ou JP offrent déjà des produits indexés aux crypto-monnaies à leurs clients. C'est-à-dire que les gens ont la possibilité soit d'investir dans des fonds d'investissement token, donc crypto-only, ou des produits dérivés, si tu veux, qui les indexent au cours du Bitcoin. Ils ont déjà, si tu veux, fait ça. Voilà. Après, là où il pourrait y avoir de la concurrence pour des acteurs crypto de premier ordre comme Coinbase, Binance, etc., c'est que les grosses banques se mettent à faire ce qu'on appelle de la custody et puissent accepter de stocker chez eux, mais si tu veux, de la crypto. Néanmoins, ça va leur demander des changements technologiques qui vont prendre des années parce que ça demande, si tu veux, une technicité, ça demande beaucoup de choses. Voilà, c'est un peu la concurrence que pourraient poser les banques. Après, voilà, l'avantage, c'est que c'est décentralisé. Donc, soit tu as un conflit entre les lobbies bancaires et les lobbies crypto, et c'est les lobbies bancaires qui l'emportent dans un scénario, si tu veux, qu'on va appeler pessimiste, c'est les lobbies bancaires qui l'emportent. Du coup, la législation va aller contre la crypto-monnaie. Et du coup, les gens n'auront plus le droit d'investir dans certains actifs, etc. Soit, si tu veux, la force portée par la population et les lobbies crypto est plus forte. Et ce changement, si tu veux, législatif n'aura pas lieu, en tout cas dans ce sens-là. Voilà. Mais beaucoup d'enjeux, si tu veux, se joueront au niveau de la loi, bien évidemment. Est-ce qu'en termes d'adoption, tu penses que la ménagère qui, au moment où elle adoptera le phénomène crypto, ben, tout le monde l'aura adopté, on est d'accord. Est-ce qu'elle ne serait pas plus rassurée justement d'avoir des grosses institutions bancaires qui détiennent les exchanges, qui détiennent les cryptos, plutôt que des particuliers, enfin pas des particuliers, des sociétés très sérieuses, mais qui n'ont pas ce gage cette intériorité qui leur donne la crédibilité. Ouais. Est-ce que tu ne crois pas que ça, en termes d'adoption, ça va être important? Non, moi je pense pas, parce que si tu veux, ces boîtes-là, ces boîtes crypto, donc ces échanges centralisés, on peut les appeler comme ça, mine de rien, ils doivent se conformer, ils doivent montrer patte blanche, ils doivent respecter, si tu veux, plein de normes financières classiques, ils doivent obtenir des agréments, des enregistrements. Voilà, c'est sur ces dossiers comme ça que j'ai pu bosser, j'ai pu accompagner des acteurs français, si tu veux, c'est sur ces obtentions d'enregistrement auprès de l'autorité des marchés financiers, etc. Mais non, ça, en tout cas, c'est pas ce qui me fait peur. C'est pas sur ce point-là, si tu veux, qu'il y aura du challenge. Après, si tu veux, si les banques, effectivement, elles ont déjà énormément de clients chez eux, si elles se mettent à proposer des produits, ben, elles auront énormément de clients. Ça, il n'y a pas de doute. Et tu l'as abordé brièvement, mais tu parlais de la Chine tout à l'heure. Quand on préparait l'épisode, c'était un point que tu voulais aborder. Quel est aujourd'hui l'impact de la Chine sur la crypto? Qu'est-ce qui se passe actuellement? Quelle est l'actualité vis-à-vis de ça? Bah, grosso modo, si tu veux, la Chine, pays communiste, si tu veux, veut ce contrôle de l'information. Forcément, par essence, une technologie décentralisée pour un État ultra centralisé, ça pose beaucoup de problèmes. Mais c'est quelque chose, si tu veux, comme je l'ai dit, voilà, qu'on retrouve avec d'autres choses, avec Facebook, avec par Instagram et WhatsApp, etc. Plein de réseaux sociaux qui ne sont pas autorisés sur le territoire. C'est un petit peu la même chose en Chine, donc qui ont, au fur et à mesure, si tu veux, adopté des lois et puis des interdictions de plus en plus féroces contre la technologie. On a compris, si tu veux, que cette adoption se ferait sans la Chine, d'accord, et du coup, si tu veux, voilà, bon, c'est quelque chose maintenant qui est intégré. Le marché a absorbé, si tu veux, cette nouvelle, mine de rien, très rapidement.
Et ce qui montre, si tu veux, deux choses. La première, c'est que le marché des cryptos résiste énormément. Et plus le temps passe, je n'ai pas de graphique à te montrer, mais on le voit de manière très, très significative. Tu sais, jusqu'à présent, il y avait une très forte corrélation entre les performances du S&P, donc l'indice boursier américain qui recense les 500 plus grosses capitalisations boursières. Il y avait une grosse corrélation entre le cours du S&P et le cours du Bitcoin. D'accord? Ça veut dire que si l'un chute, l'autre chute. Mais depuis quelques jours, quelques semaines, on observe une grosse décorrélation. Ce qui paraît un peu anodin est très important parce que ce qui va imposer les crypto-monnaies comme une classe d'actifs à part entière. Donc, même si on a, je ne dis pas que si on a un crack boursier, les cryptos chuteront pas. Néanmoins, là, si tu veux, depuis quelques jours, le S&P chute et les cryptos montent en flèche. Et ça, c'est une victoire énorme, si tu veux, sur le marché des cryptos, pour l'adoption, pour les tendances, pour plein de choses. Donc ça, c'est très important pour moi. Est-ce que tu penses que ça peut être justement une sorte de valeur refuge quand les marchés se cassent la gueule, on va sur ce genre d'actifs-là? De plus en plus. De plus en plus, le Bitcoin, si tu veux, s'impose comme valeur refuge, comme l'or numérique, comme tout ça, si tu veux. Donc, c'est de plus en plus le cas, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Je suis assez persuadé que notre génération de trentenaires, on n'est pas forcément hyper familier avec les marchés. Par contre, on a entendu parler de la crypto, on était là au départ. On est en train de s'y intéresser. Du coup, ça va nous forcer à nous intéresser au marché traditionnel également, de faire un peu, parce que peut-être qu'on se sent plus éligible sur la crypto parce que c'est plus contemporain. Mais ça va peut-être nous ouvrir aussi une culture financière. Et je pense que ça aussi sera le deuxième win en fait de la crypto. Je sais pas comment toi tu le vois, mais Alors, déjà, oui, c'est vrai que les gens aujourd'hui s'intéressent à la crypto parce qu'on est encore au moment où on peut faire de gros multiples, très clairement, plus que la bourse, qui est un marché beaucoup plus ancien. Mais comme pour tout jeune marché, on prend des risques, mais ces risques sont payants. Tu avais investi dans Amazon en 2000 ou en 97, 98, tu serais peut-être à 180 000 % de perf. Donc, si tu veux, c'est un peu le même raisonnement qu'on peut appliquer en crypto-monnaie. Ce qui est investi maintenant, dans plusieurs années, si tu veux, ce sera démultiplié. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, si tu veux, il faut garder en tête que le particulier français, de base, n'est pas très averti, si tu veux, en finance. Il y a un monde entre le particulier suisse et le particulier français sur ces thématiques-là. En Suisse, tu as un compte bancaire classique. Tu peux de toi-même, passer des heures de bourse, trader, investir, etc. Alors qu'en France, il va falloir que tu fasses une démarche particulière pour avoir ces options-là sur ton compte et qu'on t'ouvre un compte, etc., etc. En Suisse, le Suisse, de par la culture de ce pays, est beaucoup plus averti sur les problématiques financières. C'est vrai qu'en France, on est un petit peu on est plus débutant, ça c'est clair et net. Mais effectivement, la crypto va, si tu veux, les perspectives de gains et d'investissement que va offrir cette technologie, si tu veux, ça va avoir, si tu veux, un éventail de conséquences sur d'autres classes d'actifs plus traditionnelles auxquelles les gens ne s'intéressaient pas forcément. Mmh. Si, admettons, on part on imagine un personnage qui a 50 000 € d'économie et qui se demande comment il peut. Il n'a pas de projet à court terme. Et il se demande comment investir, quelle répartition, à quel moment le faire et comment. Comment, c'est-à-dire avec qui. Qu'est-ce que tu peux recommander comme ça? 50 000, 20 000, 10 000, on s'en fout, ou même 500, mais Ouais, alors, c'était pour l'exemple. il y a deux choses à faire qui sont clés pour moi. La première, c'est trois choses. Première, c'est définir ton épargne annuelle investissable. OK? Savoir combien tu vas être prêt à mettre sur 365 jours, première chose. Une fois que tu as défini ce montant, c'est choisir un niveau de risque. OK? Je t'ai expliqué, selon les différents produits que peuvent t'offrir, si tu veux, la techno, tu vas construire un portefeuille de manière différente. Et ensuite, c'est d'appliquer la technique du DCA. Chose sur laquelle j'étais un peu grondé, mais c'est très important si tu veux. Si tu as, par exemple, 20 000 € à investir sur une année et que tu rejoins, par exemple, mon programme My Seed Advisor, tu ne vas pas investir 20 000 € le jour J. Parce que tu dois te prémunir, si tu veux, de cette volatilité. Et pour ce faire, si tu veux, tu vas utiliser le DCA
Et tu vas donc investir peut-être 30% de ta somme au moment où tu vas entrer dans le programme en fonction du timing marché. Et c'est là qu'on vous aide, si tu veux, en fonction des timings que nous, on identifie. Et ensuite, chaque mois, tu vas investir une partie à part égale, si tu veux, de ton épargne investissable restante. Pour moi, c'est absolument les trois choses fondamentales à respecter. Et voilà, je sais que, alors on peut vite être greedy, on peut vite être gourmand et se dire putain, c'est le moment, j'injecte un gros paquet d'oseille, mais il faut se dire qu'on n'est jamais à l'abri de rien et qu'il faut faire ça de manière intelligente. Voilà. En fait, le fait de faire du DCA, donc c'est-à-dire de verser avec fréquence régulière, ça nous évite de se poser la question de est-ce que je rentre vraiment au bon moment, en fait. Puisque dans tous les cas, on va me moyenner. Si je rentre pas au bon moment, ben, ma perte sera moyennée avec le reste. Et si je rentre dans un très bon moment, ben, pareil, elle sera limitée également par le DCA. C'est une sorte de hedge dans les deux C'est sens, ça. quoi. Ça te permet de limiter et ton exposition, si tu veux, au cours et de lisser ton risque. Tout à fait. Ok, très bien. Quel est quel est pour toi le bon moment dans sa vie pour s'intéresser aux cryptos? Quelle est la liquidité qu'on peut attendre? Si je me marie dans 2 ans, est-ce que je commence à faire de la crypto maintenant? Si j'ai mes gosses qui vont rentrer en école supérieure dans 10 ans, est-ce que c'est le moment? Voilà. Est-ce qu'il y a des moments de vie que tu peux recommander pour s'y intéresser? Ben, non, 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 la réponse, si tu veux, c'est entre guillemets, le plus tôt possible. C'est tout ce que je souhaite à un investisseur averti, en tout cas. Pourquoi? Parce que, ben, plus le temps passe, plus l'adoption s'effectue et plus, voilà, dans 10 ans, on fera pas les mêmes multiples qu'on fait aujourd'hui. Donc, ça, il faut bien l'avoir en tête et si tu veux, même dès aujourd'hui, comme je t'ai dit, en prenant, quasiment aucun risque, tu peux déjà faire du 10 par an. Donc pour moi, si tu veux, c'est une question de plus tôt possible. Et c'est vrai qu'on a plein de petits jeunes qui ont entre 15 et 20 ans qui se sont intéressés à cette technologie rapidement et qui ont fait beaucoup, beaucoup d'argent. Donc voilà, moi je conseille à tout investisseur, si tu veux, qui s'intéresse à des produits rentables, de s'y intéresser, si tu veux, le plus tôt possible dans sa vie, dans sa carrière. Voilà. Ok. Dans tous les cas, si ça se passe mal, on peut retirer ses fonds, on peut se désinvestir, on peut Tout à revenir fait. cash, comme on dit. Ok, très bien. Tout à fait. Euh, si Alors c'est une question que je pose un petit peu plus tard, mais ça fait écho. Puisque moi, mon gros problème avec la crypto, ça a été le temps que je imaginais ne pas pouvoir y consacrer pour m'instruire. Mais si toi, justement, tu pouvais en un claquement de doigts maîtriser la compétence que tu veux, qu'est-ce que ça pourrait être? Alors, n'importe quelle compétence. Ouais, ouais, on n'est même pas obligé d'être d'accord avec le thème. Il y a pas de difficulté. Euh, Écoute, je dirais le focus sur un seul cheval. Je peux avoir tendance à chasser plusieurs lièvres à la fois et donc si tu veux, cette capacité, mais je commence, si tu veux, à travailler dessus, à identifier le potentiel d'un projet et de pas voilà, parce que je reçois un nombre de propositions aussi, si tu veux, voilà, conséquent chaque semaine sur des projets crypto, sur des projets machin, mon temps est limité. Donc je dirais, voilà, savoir identifier très rapidement, ce que je peux faire, les projets sur lesquels je peux me concentrer. Après, si tu me demandes un super pouvoir, j'aimerais me téléporter, voilà. Pour aller où? Pour aller où? Pour aller où je veux, quand je veux, ce serait un beau truc. Pouvoir me démultiplier, ce serait pas mal. En tout cas, me téléporter, j'aimerais bien. Très bien. Par rapport à ta réponse, ça me fait penser, est-ce que justement s'intéresser aux cryptos pour quelqu'un qui a déjà un business, etc., est-ce qu'il n'y a pas un niveau d'intérêt qu'il faut absolument avoir mais sans perdre le focus, sans que ça devienne. Est-ce que ça doit devenir mon activité? Combien de temps ça va me prendre? Enfin, comment ça fonctionne en fait? Non, non, si tu veux, on est là pour ça. On est là, si tu veux, pour faire tout ce boulot à ta place. Tu dois simplement te dire que ça va te prendre 1 heure et demie à peu près par mois, de réarbitrer un petit peu parfois sur le portefeuille, passer les nouveaux ordres sur les nouvelles cryptos qu'on aura dénichées. Voilà, ton travail se contente à ça. Après, si tu es curieux, tu peux creuser sur la technologie, sur les apports, sur tout ça. Parce qu'il y a, si tu veux, la blockchain, les cryptos ouvrent un nouveau pan de l'économie. Il y a tout un nouvel écosystème qui explose. Il y a du business à faire, il y a plein de choses à faire.
Mais en tant qu'investisseur, tu peux te contenter, si tu veux, ça ne doit pas devenir ton quotidien. Tu peux focus sur tes business et voilà, ça doit bien rester ça, en tout cas. Dans tous les cas, pour moi, ça fait partie enfin, par exemple, juste après, j'ai une interview avec quelqu'un qui fait de l'immobilier. Mais il fait de l'immobilier comme tout le monde devrait en faire, en fait. Tout le monde devrait en avoir un petit peu dans son portefeuille, ou au moins s'y intéresser. Lui, il a décidé d'en faire son métier. Mais sans y passer 30 heures par semaine, on pourrait tous y passer 2 heures par mois, en fait. Et on devrait peut-être le faire. Pour moi, c'est vraiment un pan. L'éducation financière, l'investissement, c'est vraiment un pan du dev perso. Alors on est loin de tout ce qui est spiritualité, etc., machin, mais c'est vraiment c'est des fondations vraiment importantes pour pouvoir continuer à se construire. J'en suis persuadé. Ouais, Bien sûr. Et si tu veux, pour compléter ce que tu viens de dire, moi, je suis pas un expert en immobilier. Néanmoins, je pense que la France, si tu veux, en tout cas pour des gens qui gagnent le SMIC ou un petit peu plus que le SMIC, la France offre des perspectives, si tu veux, qui sont quand même exceptionnelles. On est dans un paradis de l'immobilier où tu peux emprunter 100 ou 110% du prix d'un bien qui ne t'appartient pas encore. Donc, tu peux t'enrichir avec de l'argent qui ne t'appartient pas encore. Donc, pour moi, le schéma, si tu veux, en tout cas pour quelqu'un qui n'a pas de revenus, si tu veux, énormes, c'est de faire du levier avec l'immobilier, générer du cash flow et réinvestir une partie de ces cash flows dans des classes d'actifs liquides comme la bourse, la crypto. Voilà, ça c'est pour moi c'est un schéma si tu veux que j'apprécie tout particulièrement. Et je trouve que voilà, la France offre par rapport à nos voisins, en Allemagne, tu peux t'endetter qu'à 60, enfin, tu peux emprunter jusqu'à 60% du prix d'un bien, par exemple. Donc mm, voilà, pour moi, ça, c'est très important et c'est intéressant de le noter. Euh, 100% donc d'accord. voilà. Voilà. 100% d'accord. Toi aujourd'hui, dans ton quotidien, développer MySeed Advisor, comment ça fonctionne? Parce que les régies publicitaires, elles sont très frileuses vis-à-vis des cryptos. Même si votre produit est sérieux et que vous ne touchez pas à l'argent de vos clients. Enfin, en tout cas, le programme que j'ai pris, c'est moi qui ai fait mes virements. Personne n'a mes accès. Je partage mon écran et je suis conseillé dans mes choix, mais personne ne touche mon argent. Donc déjà, en termes de confiance, c'est top. Malgré ça, c'est très compliqué aujourd'hui de faire du marketing. Comme il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui sont dans le marketing ou qui s'y intéressent, je voulais qu'on fasse le pont sur ton activité. Alors, écoute, pour être tout à fait transparent, j'avais entrepris d'attaquer en justice Facebook, Google, avec un conglomérat d'acteurs. D'acteurs crypto, parce qu'aujourd'hui, c'est de moins en moins le cas, mais il y a un peu de discrimination, si tu veux, qui est faite vis-à-vis des acteurs crypto. Néanmoins, je le comprends. C'est-à-dire que tu as tellement de projets bidons et pourris que Facebook et Google ont eu pour objectif de protéger le consommateur, si tu veux, pour pas qu'il se fasse avoir. Et ça, si tu veux, je trouve que c'est tout à fait louable. Néanmoins, ils ne font pas le distinguo entre les mauvais projets et les bons projets ou les bons programmes. Donc voilà, mais ça commence, si tu veux, à aller un petit peu mieux. Mais c'est vrai qu'on a un programme très performant qui fait que ça marche sur le bouche à oreille, ça marche par l'affiliation, ça marche voilà, ça marche un petit peu comme ça. Et jusque-là, c'est un peu comme ça qu'on a fait. Et si tu veux qu'on se fait connaître avec Instagram, avec ces réseaux sociaux là, si tu veux. Voilà. Ok, mais plus par l'organique que réellement par la publicité. Ouais, tout à fait. Pas être aussi pushy qu'on peut l'être sur d'autres secteurs. Tout à fait. Justement, par rapport à... Là, on parle de la compliance de Facebook notamment et de Google. Nous, c'est notre quotidien de se battre avec eux, alors sur d'autres thématiques, mais voilà. Mais par contre, quel est le côté réglementaire? Est-ce que toi, tu as les mêmes obligations que quelqu'un qui fera du conseil en investissement dans le traditionnel? Ou voilà, comment tu es régulé? Est-ce que tu es soumis à l'AMF? Comment ça fonctionne? Alors, en fait, si tu veux, aujourd'hui, le cadre légal français, d'accord, c'est la loi Pacte, encadre, si tu veux, 3 services obligatoires qui touchent à la crypto-monnaie. C'est-à-dire que tu vas avoir la conservation, l'achat-vente, et je vais détailler, et l'échange crypto-crypto. En gros, si tu fais de la conservation de crypto-monnaie ou que tu proposes un service d'échange euro contre crypto ou que tu proposes un service d'échange crypto contre crypto, tu dois, si tu veux, être soumis au régime PSAN. Ok, donc, si tu veux, c'est un régime
c'est un régime voilà, posé par la loi Pacte où tu dois être approuvé par à l'AMF, ça prend entre 8 à 9 mois et si tu veux, c'est un gros process. À partir du moment où tu ne fais pas, si tu veux, sur la classe d'actifs de la crypto-monnaie, où tu ne fais pas, tu fais pas l'un de ces services, si tu veux, si tu veux, tu es dans les clous et nous, si tu veux, on a ce service de construction de portefeuille modèle par newsletter, ce qui fait que si tu veux, on tombe pas dans ce cadre-là. OK, très bien. Mais, Voilà. est-ce que justement, le fait de le réguler côté, État, ça permettrait pas justement de débloquer des possibilités avec justement les régies publicitaires? Est-ce que tu penses que justement, vaudrait mieux pas que ce soit encore plus régulé pour Mais en avoir plus fait, de droits de marketing? alors, mais oui, c'est le cas, mais le problème, c'est que même les PSAN, donc c'est le régime, si tu veux, approuvé par l'AMF, même les gens qui ont obtenu leur PSAN, qui veulent faire de la publicité, ils rencontrent les mêmes barrières que quelqu'un qui n'a pas le PSAN. Parce qu'en fait, ce qui se passe dans le process, c'est que Facebook va te demander, ou Google va te demander de soumettre ton blanc-seing de l'AMF qui dit que cette société a bien été régulée par l'AMF, etc. Même quand tu soumets ça, ils n'en prennent pas compte. Et c'était OK. là-dessus, si tu veux, qu'on voulait les attaquer en justice. C'était au nom de ceux qui sont régulés et qui n'obtiennent pas de blanc-seing et de ceux qui n'ont pas à l'être et qui ne passent pas non plus entre les mailles du filet. Alors que tu as plein de projets, parce qu'en fait, ils favorisent les acteurs américains. C'est ça le cœur du truc. OK. Les acteurs européens, on se fait un peu léser. Donc, on est OK. un petit peu lésé. Donc, voilà, le problème, il est là. OK, c'est très clair. Si tu pouvais, le thème du podcast, alors là, on a été très technique, on a très peu parlé, de ton passé. Tu as juste donné un petit peu d'historique, mais très light. Le thème du podcast, c'est le 20-80. Si toi, tu devais identifier l'élément, le plus rentable de ta carrière, de ta vie, peu importe, hein, ça aurait pu être quoi? Le truc le plus 20-80 que tu aies fait? Donc, 20-80, pour que ce soit clair pour moi, c'est 20% d'action pour 80% de résultats, c'est ça? Exactement. Hem, alors bon, je pense que c'est pas la bonne réponse, mais bon, c'était de démissionner déjà. Mais dans mon business, si tu veux, au quotidien, je dirais que c'est la façon dont notre offre est construite. C'est-à-dire qu'elle va à l'essentiel, elle permet de cadrer le client sur plein d'aspects. Je dirais ça. Après voilà, moi, à titre perso, si tu veux, bah, j'ai un peu ce problème-là. C'est-à-dire que, je raisonne pas assez en 20-80, c'est-à-dire que je concentre beaucoup de mon énergie, beaucoup de mon temps sur beaucoup de choses. Toutes me rapportent pas, si tu veux, les résultats de manière réciproque, enfin de manière, équivalente. Donc, c'est peut-être quelque chose, si tu veux, sur lequel je dois bosser. Hem, Ça voilà. vient de quoi? Ça vient d'une prise de décision trop hâtive ou pas assez Non, d'analyse? pas hâtive, si tu veux, c'est que je décèle plein de projets qui sont très intéressants. Par exemple, je bosse aujourd'hui sur plusieurs projets crypto, notamment une application de paris sportifs sans perte. C'est quelque chose qui va mettre du temps avant de voir le jour. Quelque chose qui est chronophage. C'est quelque chose qui, en termes de régulation, pose beaucoup de challenges. Donc voilà, et aujourd'hui, les choix que je dois me poser, c'est est-ce que je dois plus me concentrer sur tel projet, tel projet, tel projet? Et c'est vrai que c'est pas toujours évident. Voilà. OK, OK. Et si tu devais identifier justement une connerie, une erreur que tu aurais réalisée, mais qui, malgré le fait que ce soit une erreur, ait été ultra rentable dans ta carrière, dans ta vie, ça serait quoi? Eh ben, je dirais que j'ai jamais été passionné par mes études. C'est pas une erreur, mais le fait de jamais avoir été passionné par mes études m'a toujours poussé. Alors, mieux vaut tard que jamais, parce que toi, par exemple, tu es dans le business depuis bien plus longtemps que moi, tu es entrepreneur depuis bien plus longtemps. Mais si j'avais, eu le courage de plutôt, me dire, je dois pas être, si tu veux, porté par, si tu veux, par, uniquement le pécunier ou quelque chose comme ça. J'aurais, si tu veux, pu, bah, lancer des si tu veux, des projets, des business avant. Néanmoins, bon, aujourd'hui, j'aurais pas l'expérience que j'ai en finance, en crypto, si j'avais pas, suivi mon parcours pro. Donc ça, c'est une des choses, mais j'aurais souhaité, le faire, si tu veux, plus tôt. Voilà, j'aurais souhaité le faire plus tôt. Après,
j'ai pas, si tu veux, voilà, j'ai pas nécessairement de regrets ou quoi que ce soit parce que mine de rien, j'ai lancé la boîte en janvier, j'étais seul, aujourd'hui on est 8 donc voilà, ça avance bien et je recrute je m'entoure d'analystes qui sont très, très bons, que tu côtoies aussi et que tu vois à quel point malgré leur jeune âge, ils peuvent être tout à fait bons et pertinents. C'est top. Donc du coup, si tu pouvais revenir en arrière, ce serait de Quitter période en d'études fait, si tu veux plutôt? quitter le monde, bancaire Mmh. traditionnel avant et lancer si tu veux, des produits performants pour le particulier avant, si tu veux. Mmh. Voilà, c'est proposer en fait tous les produits qu'on pouvait proposer en banque privée, mais si tu veux plus en amont et quitter ce monde-là il y a 5 ans quoi. J'aurais bien aimé le faire il y a 5 ans. Voilà. Yes. Du coup, dans ton quotidien aujourd'hui, tu es très occupé, beaucoup de projets. Comment tu continues à progresser dans ton domaine d'expertise? Comment tu t'informes? Comment tu te documentes? Tous les jours, je reçois des dépêches, tous les jours, je lis des analyses, que ce soit en français, que ce soit en anglais, sur des nouveaux protocoles, sur des nouvelles technos, et cetera. C'est le cas de mon équipe aussi. Donc voilà, c'est continuer à se tenir au courant. De toute façon, voilà, encore une fois, c'est pas pour être pédant, mais je fais partie des personnes les plus connectées dans l'écosystème crypto français. Et si tu veux, j'entretiens de bons rapports avec mes interlocuteurs. Je m'informe, je me tiens au courant et voilà. C'est comme ça OK, que ça c'est se passe. top. Du coup, la suite, ça va être quoi pour toi, pour ta boîte? Comment tu vois les prochaines Et ben, étapes le déjà en but, dehors? si tu veux, j'ai pas pour aspiration de créer un Amazon, donc je veux, si tu veux, structurer mon équipe de manière à ce qu'on soit pas plus de 8-10. Hem, Parce que voilà, j'aime bien cette petite ambiance un peu famille. Et le but, si tu veux, c'est de continuer, si tu veux, le développement de la notoriété du programme, que les gens comprennent, si tu veux, que, bah, il y a plein de possibilités qui leur sont offertes, sur des investissements dont ils n'ont pas connaissance, en tout cas actuellement. Et le bonheur, enfin, pas le bonheur, mais la solution ne se trouve pas dans les produits bancaires qui sont proposés aujourd'hui. Voilà, donc ça c'est clair et net, pour moi. Je me permets juste de commenter ça. Il y a pas besoin d'être ingénieur, d'avoir fait un bac+12, pour s'intéresser à la crypto. Il y a la barrière à l'entrée, il y en a une. Nathan, à travers son programme, résout ce problème de barrière à l'entrée, mais il y a pas besoin en fait d'avoir fait finance, d'avoir travaillé à Londres et d'avoir fait un bac+30 en informatique. Il y a vraiment pas besoin de ça. Donc moi, c'était une de mes craintes. Hem, je tiens juste à préciser que c'est pas du tout le cas. Du coup, voilà, je ne peux que inciter à rejoindre le programme de Nathan. Et c'est pas un épisode publicitaire, je tiens à le rappeler aussi. Bah, merci mon cher Gérald. Ça Comment nous on fait peut plaisir. pardon, vas-y, excuse-moi. Oui, Non, non, OK. c'était bon, merci. Ta franchise. Comment on peut, ben, suivre ce que tu fais? Est-ce qu'il y a des liens? Est-ce que vous avez certains réseaux que tu recommandes plus à suivre que d'autres sur MyTech? Oui, ben, les gens peuvent nous suivre sur Instagram, MySeedAdvisor. Je ne sais pas si tu publieras des des Ouais, bien des sûr. liens, mais je pense que oui. Instagram et puis on a un groupe Telegram, que les gens peuvent rejoindre et voilà. Si tu veux, c'est nos 2 canaux principaux. Il y a Twitter aussi, mais c'est plus pour les techniciens. C'est là qu'il y a les crypto clash et qu'il y a tous ces débats un petit peu entre acteurs de la cryptosphère. Mais voilà, pour tout le monde, Instagram et Telegram, ça marche très bien. OK, super. Super, super. Du coup, Natacha, n'oublie pas de publier les liens. On nous l'a rappelé plusieurs fois. Il faut publier les liens de l'invité dans l'épisode. Natacha qui bosse avec tous les 2, hein, qui bosse avec Ouais, Nathan, qui bosse avec moi. Du coup, qu'on salue. Salut Natacha. yes, elle est top. Hem, OK, beh, pour moi, c'est tout bon. Est-ce que juste, histoire de nous faire rêver un petit peu, tu pourrais nous raconter une success story, peut-être d'un client ou même d'un actif, d'une crypto, un truc, ou une pépite? Ben Voilà, ouais. fais-nous. Écoute, j'en ai une, enfin j'en ai plusieurs, mais j'en ai une qui me vient en tête. C'est un de nos clients, il s'appelle Fabien, je garderai son nom pour moi. Hem Et Fabien, il commençait de -10 000. Enfin, il connaissait connaissance zéro. Jamais acheté une action, jamais rien investi et cetera. Il a rejoint le programme en début d'année. Il dit: «Nathan, moi je veux faire x4 ou je veux faire x5, c'est mon objectif, en 2 ans», je crois. C'est ce qu'il m'avait dit.
Moi, je lui dis jamais tu vas faire x4 ou tu vas faire x5. Je lui dis on va tout faire pour que les objectifs soient atteints et que tu fasses un maximum. Et grosso modo, il a commencé, il avait un patrimoine conséquent parce qu'il faisait un peu d'IMO. Il avait commencé avec une somme, je crois qu'il avait mis 50 000 ou quelque chose comme ça en avril, quelque chose comme ça. Et il a rapidement touché les 250, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois 250 ou 300 000 euros de valo sur son portefeuille crypto. Il est passé de j'ai jamais acheté une action, j'ai jamais acheté une crypto, je ne sais pas ce que c'est que l'investissement autre que l'investissement IMO, à Nathan, regarde sur Solana, regarde ce qu'ils sont en train de proposer, l'écosystème est incroyable, tac, tac, tac. Et j'hallucine encore parfois du niveau qu'il a atteint, de l'intérêt qu'il a atteint en si peu de temps. Au début, il me posait 20 000 questions par jour, mais c'est ce que le programme permet d'offrir. Il y a 2 déclinaisons de programme. Il y a le pack crypto bourse et le pack gestionnaire. Toi, tu es dans le pack gestionnaire, c'est le pack où il y a beaucoup plus d'accompagnement. Dans le cadre de ce programme, il me posait beaucoup de questions. Et je lui répondais. Il s'est éduqué, il a été curieux. Vraiment, je suis très fier de ce qu'il a fait, de tout ça. Il a pris des risques aussi. Il a suralloué sur certaines cryptos, mais ces risques ont payé. Et voilà, je suis très fier de lui. Donc ça, c'est première success story. Et une autre success story, si tu veux, qui m'est arrivée, moi, au début, quand j'ai rejoint le monde de la crypto. J'avais posé 700 €, je crois, sur une crypto. C'est il n'y a pas si longtemps, c'était en 2020. Bon, j'en ai eu beaucoup des success stories comme ça, mais celle-là, c'était l'une des premières. Et j'ai mis 700 balles et un jour, je réveille, je regarde le portefeuille, les 700 valaient 70 000. Donc, c'est vrai que c'est les bons réveils qu'on aime bien. Voilà, pour te donner quelques exemples qui ont pu nous marquer. Je sais pas où en sont nos auditeurs, mais moi j'ai envie de remettre au pot. Surtout qu'en plus, on en parlait tout à l'heure avec Nathan. Quand j'ai pris le programme, alors il s'est passé 2 mois avant qu'au final j'investisse parce que voilà, j'étais très chaud au départ et puis après, au final, pris par mon quotidien, il s'est rien passé. Je pose mes sous, donc du coup, je les pose d'un coup. Donc Nathan m'a déboîté, on va pas se mentir, en me disant tu fais n'importe quoi, il faut faire du DCA, tu le sais très bien ce que c'est, etc. Bon, il avait raison. Et du coup, le lendemain, bim, tout baisse. Et depuis hier soir, donc ça tombe bien qu'on fasse cet épisode-là, je suis remonté au même niveau du truc. Et donc Nathan, tout à l'heure, en lui disant ça, il me dit ok, bon ça c'est bien, mais t'habitues pas parce que le but maintenant c'est d'aller to the moon, quoi. Donc voilà un peu le point. Merci beaucoup, Nathan. Je t'ai trouvé très sage par rapport à d'habitude. Il y a des photos de toi sur Internet qui circulent où tu es beaucoup moins sage. Et d'ailleurs, on va faire un petit truc. On va faire les YouTubeurs. Si vous voulez des photos, hein, vous likez, vous commentez, et puis on verra si peut-être on vous les envoie. et du coup, il y a des photos de Nathan en folie. Et puis, écoute, merci beaucoup. On se voit demain à Marseille. On se voit demain soir à Marseille. J'ai bien hâte. Et avec grande joie, mon cher Gérald. Bon, super. Passe une bonne journée. Fais un bon voyage jusqu'à Marseille. Et je te dis à plus tard. Ciao, ciao. Ça marche. Merci. Ciao à tous.